je suis Alain Mabankou. Suivez-moi sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. L'entretien du jour aujourd'hui, c'est avec un homme que vous connaissez bien. Un homme très présent auprès de la diaspora congolaise, mais il ne s'arrête pas à la diaspora. C'est un homme aujourd'hui qui appartient au monde parce qu'il est présent sur 3 continents. Je ne veux pas garder le suspense très longtemps. Ce monsieur, c'est Alain Mabankou. Alain Mabankou, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir ici. Merci à vous de nous avoir invités chez vous. Alors, un homme aux 3 continents, citoyen du monde. 2017, le monde révèle que 33 000 migrants ont péri dans la Méditerranée. Oui. Quand vous entendez ces chiffres, ils vous révèlent quoi? Mais quand j'entends ces chiffres, ça me révolte quand même parce que ça montre un peu la faillite de la gestion des migrations dans le monde. On a l'impression que désormais les politiques européennes ont indexé l'autre comme étant l'ennemi public numéro 1. Si nous avons ces migrations, si nous avons ces déplacements, c'est parce que l'équilibre des richesses du monde est peut-être en perpétuel déséquilibre entre le nord qui accumule et le sud qui a peut-être des richesses, mais les richesses sont gardées par certaines familles. Donc je pense aussi que la migration ne doit pas simplement être quelque chose qu'on regarde à travers la télé avec tous les désespoirs. Ça doit être un problème qui nous préoccupe. Se poser des questions, pourquoi on migre? Qu'est-ce qui se passe dans les pays originaires de ces migrants qui fait qu'ils puissent hypothéquer leur existence pour aller chercher ailleurs ce qui s'y passe? Et enfin, nous sommes quand même dans une période de la migration. La migration n'est pas neuve, on peut dire. La migration a toujours existé puisque le destin de l'être humain, c'est de marcher. C'est pour ça que nous avons 2 jambes, c'est pour nous déplacer. C'est pour ça qu'on a construit des moyens de transport. C'est pour nous transporter. On ne construit pas un avion pour faire du surplace. C'est pour aller d'un pays à un autre. Donc, conséquemment, je pense que la faillite ou même la situation des migrants est une situation préoccupante aujourd'hui parce que ça peut être vous, ça peut être moi ou alors ça peut être nos parents. Tout à fait. Immigration choisie, immigration subie, la traite négrière, l'Afrique se vide de ses cerveaux, dans le vôtre. Aujourd'hui, vous êtes franco-congolais, vous êtes plus français, congolais ou franco-congolais? Je pense que je suis un écrivain congolais d'expression française. Vous savez, on a beau enlever les zébrures à un zèbre, il restera zèbre. Je ne veux pas faire le jeu pour contenter ici et là. Quand on voit d'abord un homme noir. Même en France, on me demande de quelle origine. Je suis d'origine congolaise, le Congo dont je suis fier. Et il se trouve que la colonisation nous a légué cette langue française comme étant une langue officielle, une des langues officielles au Congo. Les gens oublient qu'il y a pratiquement 3 langues officielles au Congo, que ce soit le français, le lingala et le monokutuba. Donc 3 langues qui montrent déjà la capacité des Congolais d'avoir une ouverture dans le monde. Nous ne sommes pas un pays qui querellons sur quelle langue doit l'emporter sur l'autre. Quand on est à Pointe-Noire, tout le monde essaie de parler le monokutuba, quel que soit l'endroit d'où vous venez. Quand on est à Brazzaville, nous tous, nous avons appris le lingala à Brazzaville. Et j'aime cette sorte d'école collective qui te trouve au Congo, où en général, les peuples se fédèrent, se marient, parfois à la stupéfaction des mauvaises politiques qui sont mises en place. Alors, l'Afrique aujourd'hui se résume aux crises politiques, famine, crise humanitaire. Je ne pense pas qu'il faut toujours qu'on puisse résumer l'Afrique sur le côté catastrophique. Disons que ces éléments qu'on vient de citer permettent de mieux vendre l'information du 20h et de faire des audiences élevées. Jamais on n'a parlé d'une Afrique qui gagne. Jamais on a parlé des Africains qui vont du côté de la NASA. Jamais on a parlé de la masse des écrivains qui détiennent aujourd'hui toute la pensée post-coloniale aux États-Unis, en Angleterre. Jamais on a parlé du courant féministe entraîné ici en France par plusieurs afro-descendants. Jamais on a parlé peut-être
peut-être de la puissance créatrice des Fatou Diom, des Charlie Nefa, beaucoup de ces écrivains qui sont en train de monter. Jamais on a parlé de ce que les maîtres Gims apportent au rap français qui était essoufflé depuis la fin des MC Solar, etc., etc. Mais on a toujours tendance à privilégier la catastrophe. Mais je vous dis que même lorsqu'on a l'impression que tout est perdu, que l'horizon est bouché, il y aura toujours la trace d'un Congolais qui est en train de travailler quelque part pour le meilleur, pour l'avenir de tout le monde. Un homme a décidé de sortir la tête de l'eau, Paul Kagame pour le Rwanda. Oui. Aujourd'hui, il a décidé de développer l'Afrique en rappelant tous ces immigrés qui sont aujourd'hui en train de revenir au Rwanda pour développer le Rwanda. Est-ce que c'est un modèle aujourd'hui pour l'Afrique pour freiner aujourd'hui l'immigration, se dire aujourd'hui nous avons quelque chose à apporter à l'Afrique, il est temps que nous rentrions? Mais je pense que de toute façon, le président Kagame, pour faire avancer son pays, parce que j'ai visité le Rwanda, il n'y a pas de photo entre notre Congo et le Rwanda. Le Rwanda est largement au-dessus sur les plans des infrastructures, sur les plans des services, sur les plans de l'urbanité, etc. Alors que le Rwanda a connu un des derniers génocides du XXe siècle, qui est le génocide des Tutsis qui s'est passé là-bas. Donc, je pense que je ne pourrais pas dire que le président Kagame réussit à lui tout seul ses exploits, mais il a eu l'intelligence et la bénédiction de s'appuyer sur le savoir de la diaspora. La diaspora est essentielle pour apporter tout ce qu'elle a acquis à l'étranger dans le pays en vue de contribuer au développement. Mais pendant que nous, chez nous, dans certains pays du bassin du Congo, on passe plutôt le temps à considérer les gens de la diaspora comme étant des opposants qu'il faut traquer. Comment voulez-vous traquer quelqu'un et vouloir en même temps bénéficier de son expérience à l'extérieur? Donc je pense que tout le crédit de ce que fait Kagame aujourd'hui, rappeler la diaspora, est importante. Dans Israël avait fait la même chose en disant à tous les juifs de la terre qui n'ont pas de place où être de revenir en Israël, parce qu'ils savaient que ceux qui sont partis reviennent toujours enrichis de voyages. Et s'ils ont oublié ce qu'était le pays natal, eh bien, les gens qui vivaient là, les compatriotes qui vivaient là, rentrent en connexion pour les mettre en condition. Et je pense que je ne suis pas fou de penser aujourd'hui qu'il y a beaucoup de Congolais qui accomplissent des choses extraordinaires à l'étranger. Sauf qu'on ne peut pas les entendre, sauf qu'on ne peut pas les recevoir sur place dans les pays respectifs du bassin du Congo, parce que j'ai même l'impression que leur tort, c'est de pouvoir réussir sans avoir à s'appuyer sur quelque chose qui vient de leur pays d'origine. On va partir aux États-Unis. Oui. On change de continent. Oui. 16 ans que vous êtes aujourd'hui aux États-Unis. Alors, un président très controversé, très critiqué, Donald Trump, avec une politique migratoire très dure. Aujourd'hui, vous êtes immigré aux États-Unis. Comment les Américains vous ont accueilli? Je pense que j'ai été bien accueilli aux États-Unis. J'ai la chance d'avoir vu, parce que ça fait 16 ans que je suis aux États-Unis maintenant, j'ai la chance d'avoir vu la première présidence de George Bush, la réélection de George Bush, la réélection de Barack Obama, la réélection de Donald Trump. Donc j'ai vu à peu près 6 élections présidentielles aux États-Unis, ce qui est tout à fait normal. 4 x 4 font 16 et ça fait 16 ans que je suis aux États-Unis. Donc j'ai vu 4 élections présidentielles, donc avec 6 mandats au total. Alors, le constat que j'avais fait, c'est qu'on avait 2 fois les républicains qui ont voté George Bush Jr. pendant 2 élections. Puis quand on a eu Barack Obama, il y a eu comme un changement de cap. Quelqu'un qui venait avec de l'enthousiasme, jeune, venu d'une culture croisée entre un père kényan et une mère américaine blanche, mais dont les origines aussi remontent à l'Europe. Barack Obama arrivait avec cet enthousiasme. On ne gouverne pas un peuple par des décrets toujours. On gouverne un peuple par le degré d'enthousiasme qu'on peut insuffler à la jeunesse. Barack Obama a gagné. Barack Obama aujourd'hui a un crédit parce qu'il a tenu un discours qui croisait les aspirations de la jeunesse. Aujourd'hui, si nos politiques sont fatigués, c'est parce que leur discours est en désaccord avec les attentes du peuple. Quand quelqu'un attend une voiture, vous ne lui amenez pas un vélo avec des pneus troués. Donc aujourd'hui, regardons l'Amérique, on a subi
en quelque sorte un retournement avec le retour des républicains, donc Donald Trump, qui est là, où les questions de la race se posent encore, les abus des policiers se posent dans ce pays également. Et puis, il y a aussi le jeu diplomatique qui est très dangereux avec ces va-et-vient entre la Corée du Nord et le président de la République, des problèmes avec la Russie, etc. La politique étrangère de l'Amérique a un peu une difficulté dans la lisibilité et que peut-être que les élections qu'on appelle les midterms, c'est-à-dire au milieu des élections, une élection présidentielle aux États-Unis, c'est seulement 4 ans. Le président reste 4 ans et remet son mandat en jeu. Et au milieu de ces 4 ans, dans les 2 ans, il y a un changement de la Chambre ou du Parlement, des élections encore. Donc là, tout est plein de républicains. Si au milieu, quand on va faire les élections d'ici en octobre ou novembre pour les midterms, si la Chambre peut changer en ayant plus de démocrates, on va avoir une élection présidentielle qui pourrait s'orienter vers le changement aux États-Unis d'un président plutôt démocrate, ce qui contenterait beaucoup. En ce qui me concerne, j'ai la chance d'habiter en Californie, qui est un État démocrate. Savent toujours voter démocrate. D'ailleurs, les républicains ne font même pas la campagne là-bas parce que tous les Californiens votent toujours démocrate. Et puisque nous sommes dans un État fédéral, qu'il faut comprendre aux États-Unis, ce n'est pas un pays comme ça, comme le Congo ou le Gabon, où il y a un seul pays. Mais à l'intérieur du pays, il y a des États, une cinquantaine d'États. Et chaque État peut avoir ses lois qui sont propres, mais la fédération canalise en quelque sorte tout cela. Donc pour être président, eh bien, il faut aller gagner État par État jusqu'à avoir une légitimité. C'est pour ça qu'on pense toujours que c'est la première démocratie, mais en réalité, quand on regarde de très près, il y a certaines incohérences qu'on pourrait corriger. Alain Maboko, il reste un continent, l'Asie, c'est pour quand? Bon, l'Asie, je suis allé beaucoup en Inde. Je suis allé au moins 4 ou 5 fois en Inde pour des conférences, pour mes livres qui sont traduits là-bas et aussi parfois pour passer quelques vacances. En Inde, j'ai fait Calcutta, New Delhi, Jaipur, beaucoup d'autres villes qui sont de ce côté. Puis je suis allé également en Taïwan. Je dois aller bientôt en Chine puisque mes livres sont maintenant traduits en chinois. Donc l'Asie, c'est un continent que je découvre. L'Afrique, c'est le cordon ombilical. L'Europe, c'est le continent d'adoption. L'Amérique, c'est le continent qui me donne le petit pouvoir économique pour subsister au jour le jour. Et l'Asie va être peut-être une certaine découverte d'une culture que je ne connais qu'à travers les livres que j'ai lus des auteurs asiatiques comme les japonais Yukio Mishima ou bien Kawabata ou Kenzaburo Oe. Donc pour l'instant, je lis toute cette littérature asiatique pour entrer dans un continent neuf pour moi. Pour terminer, Alain Maboko, Ziana TV vous accompagne toute cette semaine à l'occasion de la sortie de votre dernier roman qui s'appelle Les cigognes sont immortelles. Êtes-vous une cigogne? Je pense que ça ne sera pas à moi de dire si je suis une cigogne. Un jour, ceux qui feront le bilan de ce que nous avons fait ensemble diront si je suis une cigogne, parce que dans ce livre, les cigognes sont toutes ces étoiles qui brillaient pour la renaissance de l'Afrique, mais ces étoiles ont été éteintes, décapitées par les coups d'État, par du sang qui a coulé, du côté du Cameroun, du côté de Oumniobé, du côté du Burkina Faso avec Thomas Sankara, du côté de Kwame Nkrumah, du côté de Nelson Mandela, etc. Des étoiles qui sont parties très tôt parce qu'on avait la soif de la liberté d'expression, l'indépendance et surtout la démocratie. La démocratie est un plat nécessaire qu'il faudrait servir d'urgence au continent africain. On peut mourir de faim physiquement, mais quand on meurt de faim de démocratie, c'est le peuple qui est en train de se dissoudre. Merci Alain Maboko. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Ziana TV. Au revoir. Bonjour, je suis Alain Maboko. Suivez-moi sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas.